les voies et moyens pour le parachèvement de la transition. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies prennent part à la rencontre présidée par le chef de l'État, Diankouna Traoré, qui a rassuré les partenaires quant à la tenue de l'élection présidentielle. Le reportage de Nyanya Alou Traoré. Stabilité, bref, son avenir. C'est sur cela que se penchent les amis et partenaires de notre pays au cours de cette réunion. Réunion 5e du JAR, qui est l'aboutissement d'un long processus, certes périlleux, mais fort fructueux. Elle est la résultante des efforts conjugués tant du côté malien que celui des partenaires pour une sortie des crises. Cette 5e réunion permettra, je n'en doute point, de prendre des mesures concrètes et responsables à la hauteur de la détermination de la communauté internationale à assister le Mali dans sa lutte pour sa souveraineté, sa stabilité et son développement durable. L'élan pour le Mali ne se sera jamais amoindri. Au contraire, il s'est accru. Chaque fois que ce pays s'est cabré, vous l'avez poussé. Chaque fois qu'il a avancé, vous l'avez encouragé. Et chaque fois qu'il a essayé de reculer, vous l'avez retenu. Le Mali vous redit merci. Merci pour tout ce qui s'est passé à Bouja. Merci pour tout ce qui s'est passé à Addis Abeba. Merci pour Bruxelles. Merci pour tout ce qui s'est passé à New York. Merci également à la MISMA, qui a passé le témoin à la MINUSMA ces jours. Tous les intervenants ont réaffirmé leur gratitude aux pays contributeurs de troupes et de police, ainsi qu'au Tchad qui n'a ménagé aucun effort dans sa démarche de soutien au Mali. Je voudrais également saisir cette occasion pour rendre un hommage bien mérité au représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine, chef de la MISMA, le président Pierre Boyoya. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à l'engagement de toutes ces troupes qui ont, avec bravoure et courage, défendu la noble et légitime cause du maintien de la paix et de la sécurité dans notre région et dans le monde, et particulièrement le Tchad, pour le lourd sacrifice qu'il a accepté de consentir au nom de la solidarité africaine. La tenue de l'élection présidentielle constitue le point névralgique de cette rencontre. Du représentant de la CEDEAO à celui de l'Union africaine, en passant par celui des Nations unies. Tous ont insisté sur le respect de la tenue des échéances électorales le 28 juillet. Le président de la République de rassurer. Je n'ai eu de cesse de répéter que les élections sont un élément indissociable de la sortie de crise. Une crise que j'ai toujours qualifiée de profonde, car elle est une crise de l'État qui ne peut pas se régler entièrement sous une transition. C'est dire que les élections sont d'abord un agenda malien, une urgence malienne. Les contraintes sont réelles. Elles sont des contraintes de temps. Elles sont d'ordre pratique. Elles sont d'ordre technique. Elles sont d'ordre financier. Elles sont d'ordre politique. Mais aucune de ces contraintes ne nous arrête. Autre point abordé au cours de la réunion, la signature le 18 juin dernier de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Pour les uns et les autres, cet accord constitue un grand pas pour le retour définitif de la paix au Mali. Restons avec les activités du président de la République par intérim qui a entrepris ce matin des consultations avec les forces vives de la nation. Diankouna Traoré souhaite l'adhésion de chaque citoyen pour parvenir à des élections apaisées. Le reportage de Mohamed Diarra. Les échanges sur la vie de la nation reprennent avec les forces vives de la nation. Pour le président de la République par intérim, il s'agit d'amorcer le dernier virage de la transition en prenant en compte les préoccupations de ses interlocuteurs, notamment par rapport à l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Le message du président de la République par intérim semble avoir été perçu 5 sur 5 par les confessions religieuses et les familles fanatistes de Bamako. Les interlocuteurs du professeur Diankouna Traoré sont convaincus qu'il faut mettre les bouchées doubles pour sortir le Mali de la situation de crise que vit le pays. Les élections, il faut vraiment mettre le bouchée double pour que nous puissions organiser cette élection
et comme je l'ai dit, pour pouvoir vraiment tourner cette page noire et sombre de notre histoire commune. Le principe dans lequel nous sommes engagés, c'est la logique vraiment des élections. Vous savez, et les gens ont beaucoup d'appréhension. Je pense que d'ici la date prévue, beaucoup de choses peuvent évoluer très positivement. Il faut que chacun cultive justement cet esprit de positivité afin que nous puissions très rapidement sortir de cette situation de transition. Le Mali ne peut pas traîner trop longtemps dans la transition. Nous voulons que les gens soient mieux informés, que la présidence ou le gouvernement informe clairement les citoyens sur les difficultés, sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, afin que nous soyons au même niveau d'information. Et surtout, quand les gens sont mieux informés, les gens pourront prendre des décisions sages. Les familles fondatrices de Bamako n'ont pas souhaité s'exprimer. Les différents représentants se sont contentés de faire des bénédictions pour le Mali. La société civile au grand complet a été reçue par le président de la République par intérim. Pour elle, réussir des élections libres et apaisées constitue un défi pour les Maliens. Et pour y parvenir, aucun sacrifice n'est de trop. Les démissions qu'on a données sont pratiquement achevées. Et les élections, ils nous demandent à ce que tout le monde s'y mette. Et nous allons nous y mettre. Nous avons donné notre engagement à ce que vraiment on réussisse ces élections-là. Il faut absolument avoir des autorités légitimes qui vont prendre à bras le corps ces difficultés et les discuter. Il faut que les Maliens comprennent que nous sommes dans une situation difficile et qu'une situation difficile nécessite des solutions vraiment qui sied à la situation. Et nous, les femmes, je pense que quel que soit ce qu'il y a, nous allons nous mobiliser pour que nous retrouvions notre Mali apaisé, notre Mali stable. Au sortir de ces échanges, les expériences des uns et des autres devront servir de balise pour permettre au Mali de voir très prochainement le bout du tunnel. La date du 28 juillet prochain est bien tenable pour l'organisation de l'élection présidentielle. C'est l'assurance donnée aujourd'hui par le Premier ministre Diongo Sissoko, qui a effectué une visite de quelques heures à Abidjan, où il a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Le récit de ce voyage en Côte d'Ivoire avec nos envoyés spéciaux Demba Wane et Amadou Sankari. C'est pour porter le message du président John Kounda Traoré à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, que le Premier ministre Diongo Sissoko a effectué ce voyage d'Abidjan. Dans ce message, deux sujets majeurs: le point de la restauration de l'intégrité territoriale et la tenue de l'élection présidentielle, pour laquelle la date du 28 juillet est tenable, selon le Premier ministre. Nous avons parlé précisément de l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet prochain. Donc la date du 28 est bien tenable? La date est tenable. Elle est tenable et le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. Les cartes d'électeurs, les distributions ont commencé, mais Kidal n'a pas démarré. Ça démarrera incessamment. Les deux personnalités ont également parlé de l'état de mise en œuvre de l'accord préliminaire de Ouagadougou signé le 18 juin dernier. Pour le Premier ministre, les avancées certaines ont été faites. Il y a eu des avancées sur le terrain. Et le cantonnement des mouvements armés du Nord est en bonne voie. Et nous sommes d'accord sur l'ensemble du déroulement du processus, aussi bien du cantonnement que de l'étape ultime qui va suivre, c'est-à-dire le désarmement. Sur tous ces sujets, le président Alassane Dramane Ouattara a assuré le chef du gouvernement de son soutien personnel pour la réussite de ces différentes opérations. Retour à Bamako, la MISMA passe le relais à la MINUSMA. Le transfert d'autorité entre les deux forces s'est déroulé ce matin au CICB à la faveur d'une cérémonie solennelle. La nouvelle force onusienne est forte de plus de 12 000 hommes et sa mission au Mali est la stabilisation du pays et la protection des populations civiles. La MINUSMA interviendra également dans le cadre de la préservation des sites culturels. Le reportage de Bourama Traoré.
La mission internationale de soutien au Mali, MINUSMA, devient la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Autrement dit, la force africaine forte de 6300 hommes passe sous le drapeau des Nations Unies. Plus qu'un transfert d'autorité, la force onusienne aura un mandat très clair au Mali. On retient notamment la poursuite des actions de stabilisation du pays et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Son rôle ne se limitera pas à cela. Son mandat de la mission, qui est une mission intégrée, devra effectuer en coopération avec les agences spécialisées des Nations Unies, comprend également les volets politiques et à la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que l'instauration d'un État de droit, la promotion du respect d'une justice équitable et des droits de l'homme et des droits des enfants et des femmes en particulier, et la préservation des sites culturels sont autant de domaines prioritaires d'intervention pour la MINUSMA. La MINUSMA est forte de plus de 12 000 hommes, dont 11 200 militaires et 1440 policiers. Selon le calendrier actuel, la plupart du personnel militaire sera opérationnel d'ici à la fin de 2013. La force onusienne sera déployée un peu partout à travers le pays, notamment à Gao, Tombouctou, Kidal et une partie du sud du pays. Une mission qui sera menée en parfaite intelligence avec les autorités maliennes, selon le chef de la MINUSMA. J'insiste sur le fait que nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit, pour nous substituer au gouvernement du peuple malien. Nous sommes là pour les soutenir et les accompagner. Et le chef de la force onusienne déterminé par un coup de chapeau à la MINUSMA. Cette mission africaine, dit-il, a véritablement contribué à freiner la progression des terroristes et des prétendus djihadistes, bien sûr avec le soutien de la force Serval. Sans faire le bilan des 6 mois d'opération, le chef de la MINUSMA estime que la mission a été bien accomplie. Le Nord Mali est aujourd'hui libéré grâce aux efforts combinés de l'armée malienne, de la MINUSMA et de l'opération Serval. Avec le déploiement de la MINUSMA dans la région de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal, les opérations de stabilisation sont en cours, permettant ainsi un retour progressif de personnes déplacées et de réfugiés. La mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali que nous avons appelée de tous nos voeux s'inscrit dans la vision dynamique et économique de la transition, à savoir sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité du territoire, renforcer l'autorité de l'État, appuyer les autorités de la transition dans le développement de l'administration et contribuer à la réussite d'élections transparentes dans un environnement sécurisé. Il reste entendu que la mission pourra s'appuyer sur les meilleures capacités de dissuasion et de coercition dans le cadre de la lutte antiterroriste. La force de la MINUSMA, faut-il le rappeler, est commandée par un général rwandais, Jean Bosco Kazura. Jusqu'à sa nomination, il était commandant du centre de formation au combat des forces de défense du Rwanda. Et toujours ce matin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Clément Hubert Koulibaly, et le chef de la MINUSMA, Albert Gérard Kanders, étaient réunis au cours d'une cérémonie de signature. La signature portait sur l'accord de siège de la MINUSMA au Mali. Le siège sera à Bamako. Notons que la signature s'est effectuée après l'ouverture des travaux de la 5e réunion de suivi. Une réunion qui a passé en revue, je vous le rappelle, les acquis en dégageant les voies et moyens pour le parachèvement de la transition. C'était ce matin. La CEDEAO a décerné des certificats de valeur aux officiers du commandement de la MINUSMA et aux 13 pays qui ont envoyé des troupes au Mali, des attestations en guise de reconnaissance des efforts déployés sur le terrain pour libérer le nord du Mali. La cérémonie qui s'est déroulée hier soir à Bamako en présence de plusieurs personnalités dont le président de la commission de la CEDEAO et celui de la MINUSMA, Agali Agissa. La mission internationale pour le soutien au Mali, MINUSMA, devra être remplacée par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, à partir de ce 1er juillet. En prélude à cette date, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé
de témoigner leur reconnaissance aux 13 pays dont les troupes sont présentes au Mali dans le cadre de la MISMA. Les distinctions qui vont vous être remises tout à l'heure sont pour nous un symbole de l'estime, de l'admiration que vous portent toutes les instances de notre communauté et par ricochet toutes les populations de la CEDEAO. Nous allons, en temps opportun, décerner des médailles qui seront remises dans chacun de vos pays respectifs. C'est ainsi que des certificats de valeur ont été remis au commandement des forces de la MISMA, les chefs d'état-major des différents contingents, les officiers d'état-major et les pays contributeurs de troupes de la MISMA. Avec les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO, nous souhaitons vivement que la MINUSMA tire expérience de la MISMA en intégrant des officiers et des contingents dans la MINUSMA. Quant au président de la MISMA, Pierre Bouya, il a salué la qualité du travail des soldats composant les différentes troupes sur le terrain. Il a ensuite déclaré que les enseignements doivent être tirés de l'expérience malienne pour doter la sous-région d'une force continentale capable de maintenir la paix et la sécurité pour le bonheur des populations africaines. Rappelons qu'un certificat de valeur à titre posthume a été décerné au commandant adjoint de la MISMA, le général nigérien Fé Yaya Garba, décédé ici à Bamako. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu en audience ce matin une délégation de Maliens vivant en Angola. Ces Maliens étaient venus se renseigner sur les opportunités d'investissement autres que le bâtiment qui s'offre à eux. Le président en Angola, Abdul Majib Diallo, s'est exprimé au micro de Moussokura Konaté. Il a été question surtout des problèmes économiques, des problèmes d'investissement pour motiver les Maliens de l'Angola pour investir dans d'autres domaines tels que l'agriculture, l'élevage, l'industrie. Le bâtiment ne crée pas l'emploi. Nous avons voulu une prise de contact avec le président de la Chambre économique pour savoir les opportunités sur lesquelles nous pouvons informer nos compatriotes et les intéresser à investir au pays. Vraiment, ça a été une rencontre très instructive et ça nous a beaucoup encouragés. Nous encourageons surtout un partenariat. Ceux qui viennent d'Angola peuvent avoir les finances, mais ceux qui sont sur le terrain connaissent mieux le terrain que nous. Il est toujours souhaitable qu'il y ait un partenariat entre les deux parties, ceux qui sont à l'intérieur et l'extérieur. Nous ouvrons la page élection de ce journal avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection du président de la République, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République scrutin du 28 juillet 2013 sera rendue publique le mardi 2 juillet 2013 à partir de 10h au siège de l'institution 6 à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Le président de l'Assemblée nationale par intérim s'est rendu ce lundi au groupe scolaire Nelson Mandela de l'Hippodrome. Innocé Touré est allé retirer sa carte Nina accompagné de son épouse. Il en a profité pour constater l'engouement des électeurs pour le retrait de la carte et les difficultés rencontrées dans sa distribution. Le président de l'Assemblée nationale par intérim est au micro de Mamourou Sidibé.
Saint-Coron. Je crois que le retrait a été fait dans des conditions excellentes. Je suis venu, j'ai trouvé que déjà les jeunes ont préparé, n'est-ce pas, la liste. Je suis venu avec madame et facilement ils ont repéré. Dès que nous avons décliné notre identité, ils ont pu retrouver notre carte et ils l'ont fournie. Voilà ma carte et voilà celle de madame. Je trouve que c'est excellent, Ils doivent continuer sur cette lancée. Bien sûr, ils ont quelques difficultés matérielles, mais je pense que ça va se résoudre très prochainement. Je pense qu'il y a une affluence. Parce qu'on a dû me frayer un chemin pour moi et pour vous-même, pour qu'on puisse accéder ici. J'observe qu'il y a un engouement véritable pour retirer les cartes Nina. C'est vraiment le nœud du processus, parce qu'il faut que vraiment on aboutisse à ça, au retrait de la carte Nina pour chaque Malienne, pour chaque Malien. Nous rentrons dans une nouvelle phase, n'est-ce pas, du renforcement de notre démocratie. Je pense que cette phase-là, il faut la réussir. Je demande à toutes les Maliennes et à tous les Maliens qui sont inscrits de venir retirer leur carte Nina dans les délais requis. Et je leur demande de sortir le jour des élections pour voter massivement pour leur candidat. Chacun a son choix, le choix est libre. Nous souhaitons que les élections se passent dans la transparence et dans la paix pour que notre pays puisse aller de l'avant. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des équipes de distribution des cartes Nina opérant dans les communes du district que les montants ci-après seront mis à leur disposition. Le reliquat des frais de déplacement, soit 7 500 francs CFA par agent, la moitié des pécules indemnités prévues, soit agent de distribution 30 000 francs CFA sur un total de 60 000 francs CFA, chef d'équipe 37 500 francs CFA sur un total de 75 000 francs CFA, contrôleur, coordinateur 45 000 francs CFA sur un total de 90 000 francs CFA. Les paiements se feront à partir de demain, mardi 2 juillet, et jour suivant au niveau de chaque lieu de distribution par les régisseurs des communes. Le gouverneur sait pouvoir compter sur l'esprit civique des équipes de distribution pour relever le défi de cette tâche citoyenne et patriotique. Le Palais de la Culture de Bamako a accueilli hier le lancement des activités de la coalition des associations, mouvements et clubs adhérents à la CODEM, Convergence pour le développement du Mali. Ces mouvements s'engagent ainsi pour la réussite de l'élection présidentielle. Le reportage de Adama Kodjo. C'est sous la pluie que la coalition des associations, les mouvements et clubs CODEM Convergence pour le développement du Mali ont pris d'assaut la salle de théâtre Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture de Bamako. Ces acteurs procèdent ainsi au lancement de leurs activités pour une grande mobilisation en vue d'une participation massive des populations aux futures élections au Mali. Nous voulons d'abord élaborer un programme, nous sommes là-dessus, un programme d'activité que nous allons présenter très prochainement à la presse. Ce programme d'activité s'accentue autour de la mobilisation des citoyens et citoyennes à d'abord aller retirer leur carte Nina. Parce que sans carte Nina cette année, on ne peut pas voter. Et je crois que j'ai montré l'exemple en montrant ma carte Nina que j'ai déjà récupérée. Donc notre objectif, c'est de faire le porte-en-porte. Ce projet, c'est Bamako, faire le porte-en-porte partout pour mobiliser les gens à aller d'abord retirer leur carte d'électeur. Nous avons deux grands projets que nous comptons mener lors de ces élections, à savoir en premier lieu d'abord mobiliser 500 000 jeunes aujourd'hui sur tout l'étendue du territoire national, et deuxièmement nous comptons aussi à travers le système de porte-en-porte, mais cette fois-ci porte-en-porte renforcé. Un Mali nouveau, c'est la demande faite par tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune. La cérémonie a été également marquée par des prestations artistiques. Le parti Union des Patriotes pour le Renouveau a organisé une conférence à la Maison de la Presse. Les responsables du parti entendent attirer l'attention des dirigeants sur la gestion des fonds publics et la problématique de la bonne gouvernance. Youssouf Diakité.
Le parti Union des Patriotes pour le Renouveau a voulu cette conférence pour attirer l'attention des dirigeants sur la gestion des fonds publics et la problématique de la bonne gouvernance. L'objectif, disent-ils, est d'œuvrer pour la restitution des valeurs distinctives du Mali. Nous nous sommes fixés des objectifs précis. Nous voulons un renouveau. Le renouveau qu'on peut qualifier par un changement de la gestion du pays actuel. Donc il faut que nos futurs dirigeants songent à changer l'éducation qu'ils ont. Cette éducation ne permet pas de gérer notre pays. Il faut que la nation sache qu'ils ont l'amour du pays. Nous ne pouvons pas accepter qu'un responsable qui n'a pas l'amour de ce pays gère ce pays. Donc, dans l'amour, nous attendons aimer le pays, gérer honnêtement, consciencieusement notre pays. Alors, nous voulons que tout cela change et à travers deux objectifs. Un, il faut que les principes soient appliqués. Les textes soient appliqués. Il faut une éducation de base. Introduire le mouvement pionnier qui va former les patriotes aguerris de demain qui seront des responsables efficaces. Notre parti recommande à ce que les responsables, les futurs responsables soient des patriotes, des gens qui veulent cette nation avant de tirer profit. Nous voulons que les responsables se limitent aux seuls avantages qui les sont dus. Nous proposons un changement idéologique. Le président du parti rassure que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une administration au service des populations. La CAFO a initié un espace d'information sur le processus de l'élection présidentielle à l'intention des femmes de militaires. C'était dans le cadre du renforcement de la participation sociale et politique des femmes et des personnes handicapées au processus électoral au Mali. Le reportage de Kadidia Toukone. C'est dans le cadre d'une participation massive des femmes aux échéances électorales que la CAFO, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, a organisé cette rencontre. L'objectif était de mieux imprégner les femmes des militaires sur le retrait des cartes NINA. La CAFO a initié cette rencontre parce que la CAFO est une structure de promotion des femmes et c'est dans ce but que nous avons initié ces genres d'espace dans toutes les communes et dans les régions avec les femmes à la base qui ne viennent jamais à l'information. C'est pour inciter les femmes à participer au processus électoral. Nous avons décidé de parler de l'acquisition des cartes NINA, les inscriptions sur les listes électorales et leur participation le jour des votes. Cette séance d'information a été une occasion pour les participantes d'avoir des réponses claires aux questions qui les préoccupaient concernant le retrait des cartes NINA. Elles ont promis une participation massive à l'élection du 28 juillet prochain. Deuxième session de la Cour d'assises de Bamako avec au rôle 74 dossiers concernant 135 personnes. Les travaux ont démarré ce matin à la Cour d'appel. La Cour d'assises de Bamako a 19 jours pour trancher 15 infractions, toutes différentes les unes des autres. Elles vont des crimes contre l'intégrité physique aux infractions contre les biens. Le point avec Sira Batili. La cloche de la justice sonne pour la deuxième fois cette année 2013. À la barre, 135 personnes. Elles répondront de leurs actes devant la cour d'assises de Bamako. Crimes contre l'intégrité physique, entendez là, coups mortels, assassinats et autres homicides volontaires. À ce lot s'ajoutent les infractions contre les biens, faux et usage de faux, atteinte aux biens publics, vol qualifié. La cour d'assises a donc sur la table 74 dossiers à trancher. Les mots qui viennent à la bouche, c'est de dire comment cette nation si dignement debout a pu produire de tels crimes monstrueux. La permissivité est devenue la chose commune. Tout est admis. Il suffit d'être du bon côté de la branche et de l'impunité à assurer. Après avoir piqué dans les caisses publiques, on se cache. Ici, on peut être candidat à les élections pour bénéficier de l'immunité. Il faut cesser d'amuser la galerie et laisser la justice faire son travail. Le droit sera donc dit sans distinction de personnes ni de partis, encore moins de rang social, a précisé le procureur général
près la cour d'appel de Bamako. Propos d'ailleurs partagés par le bâtonnier de l'Ordre national des avocats qui a rassuré quant à la disponibilité de ses confrères pour que justice soit rendue. Oui, la justice. La justice. Nous sommes dans la maison justice. C'est vrai, les politiques restent les politiques. Les institutions restent les institutions. Mais l'institution à laquelle nous tenons, si la justice reste la justice, si la justice reste vertueuse, il est clair, c'est vrai qu'on connaîtra des délits, on connaîtra des crimes, mais les populations sauront que la loi existe. La criminalité qui ne faiblit pas a bien des raisons selon le premier président de la cour d'appel de Bamako. S'il y a dans la cité une montée exponentielle de la criminalité et des violations de la loi, celle-ci est due essentiellement à l'augmentation vertigineuse de la population, aux conditions économiques de plus en plus dures, à de nombreux rajouts aux critères de réussite sociale et au relâchement de nos valeurs morales. Le procès pénal doit être équitable, public et doit se dérouler devant des juges indépendants et impartiaux. C'est pourquoi la cour d'assises fait toujours recours aux citoyens tirés au sort appelés assesseurs. Ils sont au nombre de 12 et ont prêté serment devant l'assistance. Le premier président de la cour a insisté sur leur impartialité pour mener à bien leur mission. Parlons de la coopération Nord-Sud. Le Mali et l'Espagne signent une convention de formation des cadres de l'Office du Niger avec la coopérative Divars. La signature de la convention a eu lieu la semaine dernière à Lleida, c'est dans la province de la Catalogne. C'était en présence de l'ambassadeur du Mali en Espagne et du président directeur général de l'Office du Niger. Le reportage de notre envoyé spécial en Espagne, Dougoufana Traoré. Par cette convention, l'Office du Niger enverra chaque semestre un groupe d'agents de 5 personnes en formation à la coopérative Divars de Catalogne dans la province de Lleida à 150 km de Barcelone. Les agents envoyés seront formés dans plusieurs techniques culturelles, les différentes techniques d'irrigation, l'élevage, l'équipement agricole, la gestion des engrais, entre autres. La convention que nous venons de signer, c'est avec une coopérative agricole, donc qui a la même vocation, la même activité que ce qui se passe aujourd'hui dans la zone de l'Office Niger. Il s'agit pour l'Office Niger d'envoyer les agents d'encadrement, donc ceux-là qui sont chargés de l'encadrement direct des producteurs. Donc c'est le conseil direct. Bon, donc cette formation va concerner les agents du conseil rural, donc les agents de vulgarisation, les agents de la gestion de l'eau et les agents qui sont chargés du suivi, l'appui, l'animation des coopératives. La coopérative Divars est prête à accompagner l'Office du Niger en prenant en charge les frais de formation, le logement et le déplacement des agents. L'Office du Niger, quant à lui, prendra en charge les frais de transport. Pour les Espagnols, outre la formation, d'autres volets de cette coopération Nord-Sud vont être explorés. La formation est nécessaire que puisse dedicarse. Monsieur le ministre pense que le plus important, c'est la formation des paysans, c'est la modernisation, pour aider à la modernisation du champ et la mécanisation, on aidera tout ce qu'on peut. Il faut aussi faire, on veut participer avec le gouvernement du Mali, avec la recherche et l'innovation de tout ce qu'ils ont besoin pour moderniser le champ au Mali. Le combat qui se joue au Mali est un combat juste parce que l'Office du Niger, c'est le cœur, c'est le poumon du Mali. Et sans l'Office du Niger, le Mali serait autre chose. Ce voyage aura permis à l'Office du Niger de signer un contrat de formation de ses agents afin de relever le défi qu'est le développement intégral de l'Office du Niger pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Restons hors de nos frontières, cette fois en Afrique. Le président américain Barack Obama est arrivé ce lundi en Tanzanie dans le cadre de sa tournée africaine. Avant cette étape, Barack Obama a passé 3 jours en Afrique du Sud. Sur place, le président américain a eu plusieurs activités, dont la visite de Robben Island, le bagne où Nelson Mandela a passé 18 de ses 27 années de détention. Barack Obama a également annoncé la tenue d'un sommet sur l'Afrique en 2014 à Washington, entre autres projets.
Fin de la visite de Barack Obama en Afrique du Sud. Accompagné par sa femme et ses 2 filles, le président américain s'est recueilli dimanche au bagne de Robben Island, dans la cellule où Nelson Mandela a été emprisonné durant 18 ans. Barack Obama a appelé la jeunesse africaine à s'inspirer du héros de la lutte anti-apartheid, toujours entre la vie et la mort, dans un hôpital de Pretoria. Nelson Mandela nous a montré que le courage d'un homme peut changer le monde. Et il nous appelle à faire des choix qui reflètent non pas nos peurs, mais nos espoirs. Des choix dans nos vies, dans celles de nos communautés et de nos pays. Au Cap, le président américain a invité les pays africains à ouvrir un nouveau chapitre avec les États-Unis, moins basé sur l'aide mais sur un véritable partenariat économique. Barack Obama a convié les dirigeants africains à un sommet à Washington en 2014 et annoncé un plan de 7 milliards de dollars destiné à doubler l'accès à l'électricité en Afrique. En partenariat avec les pays africains, nous allons développer de nouvelles sources d'énergie qui vont permettre de raccorder un plus grand nombre de foyers dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Nous allons soutenir une énergie propre qui nous protège du réchauffement climatique. Barack Obama s'est envolé lundi pour Dar es Salaam en Tanzanie, dernière étape de sa première tournée en Afrique. Un voyage d'1 semaine dont la vocation première aura été de renforcer la présence américaine afin de contrecarrer la poussée chinoise sur ce continent prometteur. Rappelons que cette tournée du président américain a débuté au Sénégal. Retour à l'actualité nationale avec un bilan satisfaisant pour le réseau des caisses mutualistes d'épargne et de crédit de l'éducation et de la culture CAMEC. Même si les caisses des régions du Nord connaissent encore quelques difficultés, le bilan de l'exercice écoulé se chiffre à plus de 2 milliards de francs CFA et connaît donc une baisse de 15%. Information donnée au cours de la 12e Assemblée générale de la CAMEC, suivie par Moïse Traoré. Le total bilan de l'exercice écoulé se chiffre à 2 milliards 379 millions contre 2 milliards 724 millions au 31 décembre 2011. La baisse est de 15%. Les caisses du Nord sont dans une situation difficile. Principale cause, la récente crise sociopolitique et sécuritaire. Nous nous fixons désormais pour objectifs généraux la limitation des effets négatifs de cette crise sociopolitique, sécuritaire et économique, la relance des activités dans les caisses du Nord, la consolidation des acquis dans les caisses du Sud. Le taux de remboursement est tombé de 93% en 2011 à 40% en 2012. La 12e Assemblée générale annuelle débat autour du rapport de gestion de l'exercice écoulé. Au département de tutelle, on juge l'informatisation des services comme une étape importante vers la professionnalisation. Le département des finances, à travers la CCS-SFD, insiste sur le respect scrupuleux de vos règles et procédures de gestion ainsi que la sauvegarde des intérêts des sociétaires. Au 31 décembre 2012, le nombre de sociétaires était arrêté à 28 900 personnes. Voilà, et nous restons dans les chiffres. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le coût d'un projet de résorption des inégalités hommes et femmes qui a été lancé hier à Bankoumana. Le projet souhaite rétablir l'équilibre entre hommes et femmes dans l'accès aux avantages des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement au Mali. Reportage de Fademba Keïta. Accroître les rôles et les responsabilités des femmes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Mali, telle est l'ambition des représentants de l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique dans notre pays. Le projet ainsi lancé a pour objectif spécifique d'offrir aux femmes ouest-africaines en général et à celles du Mali en particulier des opportunités d'amélioration de leur statut. La COFESFA a entrepris à Bankoumana des projets pour l'amélioration des conditions d'approvisionnement en eau et d'assainissement à Bankoumana. Donc nous sommes venus lancer ce projet à Bankoumana en appui, n'est-ce pas, au projet de la COFESFA pour pouvoir résoudre les problèmes d'inégalité hommes-femmes dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale JAR au Mali. Cette politique, selon la Constitution du 25 février 1992, vise à concrétiser l'édification d'un état de droit dans lequel la lutte contre l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur fondamentale.
Les femmes ont une grande responsabilité par rapport à ce projet. Parce que qui dit eau, c'est la femme, qui dit propreté, assainissement, tout revient à la femme. Donc nous, au niveau du ministère de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, nous ne pourrons qu'accompagner le projet. Nous engageons, nous femmes de Bangmana, à soutenir ce projet. Dans les jours à venir, un atelier regroupera à Bamako l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Il servira de cadre pour définir les stratégies de sa mise en œuvre. Le projet de résorption des inégalités hommes et femmes est financé par l'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l'Afrique en collaboration avec l'Agence de planification et de coordination du NEPAD et le fonds espagnol NEPAD. Sport à présent, football. La finale de la Coupe du Mali, 53e édition, mettra aux prises le 13 juillet prochain le Djoliba AC et le stade malien de Bamako. Hier, en seconde demi-finale que vous avez suivi en direct, le stade malien de Bamako s'est qualifié en battant le Nianon de Koulikoro 2-1. Le résumé de cette rencontre avec Siragatou Sissi. Le stade malien de Bamako a validé son billet pour la finale de la Coupe du Mali 2013 aux dépens du Niana de Koulikoro 2-1. C'est une équipe qui réussit au blanc. Le stade malien était pourtant mené au score. À la 16e minute, Madou Dembélé d'une frappe aux abords de 16 mètres fouillette le ballon pour tromper Ibrahim Bosso Munkoro. Le buteur maison du Niana venait de confirmer son statut d'international local. C'est l'une des rares fois de la saison que les Blancs aient été bousculés de la sorte. En seconde période, le stade malien de Bamako révise son plan de bataille. Lamine Diawara, entré à la mi-temps, égalise suite à un corner bien exécuté par Cheikh Mohamed Chérif Doumbia à la 50e minute. 1-1. Dès lors, les Kouloukorois subissent la pression. À la 75e minute, Souleymane Dembélé d'un coup franc tout en puissance fusille le portier Babia Sibi. 2-1. La peur a changé de camp. Le stade malien de Bamako l'emporte dans la douleur et renoue avec la finale de Dame Coupe du Mali 2 ans après celle de 2011. Le stade malien de Bamako jouera donc le 13 juillet sa 26e finale de l'histoire contre le Djoliba AC. Cette affiche sera la 12e entre les deux grosses cylindrées du football malien. La chronique santé du jour parle du programme élargi de vaccination PEV pour faire face aux principales maladies de l'enfance responsables de mortalité chez les enfants. L'État a décidé de leur offrir un certain nombre de vaccins. Aujourd'hui, le Mali est à 7 vaccins contre 10 maladies, mais un problème se pose. Tous les enfants qui se présentent pour la première vaccination une semaine après leur naissance ne reçoivent pas, au bout des 9 mois, la totalité des vaccins. Kessira Dambélé a décidé de s'intéresser au problème suivant. Selon le programme élargi de vaccination PEV, tous les enfants nés au Mali ont droit à une série de vaccinations de la première semaine de leur naissance jusqu'à 9 mois. Un programme exécuté depuis 1986 et qui vise à réduire l'effet des principales maladies mortelles sur la petite enfance. Chaque année, les vaccins du PEV coûtent à l'État et à ses partenaires environ 3 milliards de francs CFA. Mais selon le directeur du Centre national d'immunisation CNI, jusqu'à présent, un nombre important d'enfants au Mali ne reçoit pas tous les vaccins gratuits, spécifiquement ceux qui doivent être répétés pour assurer une immunité. Les vaccins nécessitant un certain nombre de contacts, notamment 3 contacts, ces vaccins connaissent quelques difficultés. Donc il y a un enfant sur 3 qui ne termine pas la série vaccinale. Et vous savez, pour que l'enfant soit immunisé, il faut qu'il respecte le calendrier et que ce vaccin soit administré conformément à la série que l'enfant doit recevoir. Au centre de santé communautaire de Yirimadjo, le nombre des perdus de vue atteint les 34% des enfants enregistrés lors de l'administration du tout premier vaccin. Tendance observée alors que dans ce CESCOM, la vaccination de routine se fait toutes les semaines du mardi au vendredi, couplée avec les activités de suivi de l'évolution de l'enfant. En 2012 seulement, en début d'année, nous avons fait 3005 vaccinations en BCG, c'est la première vaccination que l'enfant reçoit. Mais au finish, nous avons eu 1990 enfants qui ont fait la rougeole.
Vous voyez l'écart, voilà, un pourcentage vraiment important qui peut aller jusqu'à 7%. Et ceci est inquiétant parce que normalement, la rougeole, nous savons tous que c'est vraiment une maladie qui est très mortelle et qui est aussi très contagieuse. Malheureusement, les moments ne continuent. L'État même a essayé de mettre des politiques en place, telles que les moustiquaires par exemple, celle qui arrive à terminer sa vaccination au 9e mois, on lui remet des moustiquaires pour que vraiment elle puisse continuer à venir jusqu'au 9e mois. Les vaccins qui nécessitent des rappels et que les enfants n'ont pas souvent à temps à cause de leurs parents sont ceux qui protègent contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la méningite, l'hépatite B, la poliomyélite et la pneumonie. Les raisons du non-respect des rendez-vous se situent à plusieurs niveaux. C'est vraiment une méconnaissance jusque-là du calendrier vaccinal. Mais également, en réalité, les gens jusque-là nous ressortent qu'ils ne sont pas informés que c'est gratuit, alors que les vaccins sont tous gratuits. Je dis bien tous les vaccins du programme. Certains disent que l'enfant était malade, quoi. Oui. Et les jours fériés. Par exemple, le jour de Maouloud, on n'a pas fait de vaccination. Pourtant, les vaccins, ce n'est pas tout ce que l'État prévoit pour les enfants. La vaccination gratuite du père commence de 0, c'est-à-dire depuis la naissance de l'enfant jusqu'à 9 mois. Donc, mais ceci, ça c'est uniquement les antigènes, mais le suivi de l'enfant continue jusqu'à 5 ans. Ce que beaucoup de femmes ignorent, juste après la vaccination du 9e mois, on pense qu'on doit plus revenir avec l'enfant. Alors que tous les 6 mois, on doit venir avec l'enfant pour qu'on puisse le payer, pour qu'il puisse avoir sa vitamine A pour assurer pleinement sa croissance. L'ignorance prive donc les enfants de certaines doses de vitamine A, de déparasitants tous offerts gratuitement et du suivi dont ils doivent faire l'objet. Quant aux équipes qui font le porte-à-porte lors des journées nationales de vaccination et des semaines d'intensification des activités de nutrition, même un enfant correctement vacciné au CESCOM doit accepter les doses offertes par les équipes mobiles. Il suffit que cet enfant soit éligible à ces campagnes de ratissage. Page noire de ce journal, El Hadji Marceau, ancien commis de l'administration et conseiller technique au ministère de l'Intérieur, n'est plus élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Mali. Marceau a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure. Les obsèques ont eu lieu au terrain de l'Afiabougou Taliko de la commune 4. C'était en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des représentants des institutions de la République. Fademba Keita. Grand commis de l'État depuis le temps colon, Marceau a vite gravi les échelons. Il fut conseiller technique au ministère de l'Intérieur de 1986 à 1990, inspecteur et directeur national de l'Intérieur de 1980 à 1985. Auparavant, il fut chef de cabinet des gouverneurs de région de Caille, Mopti, Sikasso et de Ségou. Cité en exemple parmi les dignes fils de la nation, il est élevé par les plus hautes autorités du pays à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali en 2005. El Hadji Marceau est un grand pionnier de l'africanisation des cadres. Administrateur civil de classe exceptionnelle en retraite, diplômé de l'école d'administration du Soudan. En parlant de lui, on ne peut que parler de l'administration malienne. C'est une administration qui doit être fière de cet homme aujourd'hui, qui est un exemple et qui a été un modèle pour tant de générations d'administrateurs aujourd'hui qui occupent de hautes places. Homme de conviction, honnête et très pieux, sa famille et son entourage le considèrent comme une référence. La famille a été particulièrement affligée par le décès de El Hadji Marceau en raison du rôle qu'il a joué dans l'unification de la famille, dans l'éducation des enfants, dans le redressement du comportement de tout un chacun dans la grande famille, pas seulement ses enfants. Comme il le dit, c'est d'abord croire en Dieu et profondément, faire du travail presque un culte, faire de la rigueur
et de la correction envers soi et envers les autres, un exemple à donner et à mériter. El Hadj Oumar Sow, grand officier de l'ordre national du Mali, repose désormais au cimetière de Lafiabougou. Il laisse derrière lui 2 épouses, 12 enfants et de nombreux petits-fils. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Retrouvez tout à l'heure Kadidia Tokone dans le journal des formations. Merci à vous et à demain.